Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Donc écoutez, aujourd'hui on fait le point hebdomadaire comme d'habitude, vous connaissez, avec le point sur les ETF, Bitcoin Spot. Il y a des choses vraiment intéressantes là qui sont en train de sortir sur le potentiel même futur au niveau des capitaux injectés prochainement là sur les ETF Bitcoin Spot. Vraiment, vous allez voir, c'est du lourd, et ça veut dire également ce que ça veut dire pour le futur du Bitcoin au niveau géopolitique, au niveau mondial. On va parler également du Bitcoin en général, j'ai des actualités à vous montrer, des projets crypto plus généraux, vous connaissez, comme VeChain, Ondo, XRP, le RWA dans son ensemble quelque part. Ensuite, on passera à l'intelligence artificielle. C'est un petit moment que j'ai pas fait le point sur l'IA, avec notamment Fetch.ai, où il y a des nouvelles intéressantes, et même sur l'intelligence artificielle un petit peu dézoomé, c'est-à-dire en mode zoom out géopolitique, quoi. Avec ce qui se passe actuellement autour de l'intelligence artificielle. On parlera également de l'actualité crypto plus générale, économique, où là, ça chie les bulles, quand même, en France, surtout. Donc là, j'ai les chiffres au niveau en France, même le chiffres du chômage, là, au premier trimestre, sont sortis, c'est une catastrophe. Donc il y a Marc Toiti, déjà, qui a fait une vidéo très bien, super, sur cet aspect-là de l'augmentation du chômage, donc je vous propose d'aller la voir, vraiment super. Tout expliqué. Mais après, il y a d'autres actualités également économiques pour la France qui sont sorties et qui sont pas bonnes du tout, et qui font d'ailleurs le lien avec le chômage, c'est logique. Tout est lié, de toute façon. Et en fin de vidéo, on passera au cours de l'or, petite conclusion, plus comme vous connaissez, et le cours de l'euro par rapport au dollar, le CAC 40, nana, enfin voilà, tout ça. Bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, c'est parti directement dans le bain. Donc c'est parti avec les ETF Bitcoin Spot, vous connaissez, donc de rapport de Farsight Investors avec les capitaux injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Et là, regardez-moi ça, on a repassé la barre des 40 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Et ça, c'est une énormité absolue, puisque ça n'était pas arrivé depuis au moins 2 mois. Donc là, en 2 semaines, on a comblé tout simplement le gap de correction sur les ETF Bitcoin Spot qui était déroulé en 2 mois. On l'a fait en 2 semaines. Pour vous dire un petit peu, ça c'est la crypto-monnaie. Voilà, ça c'est la crypto-monnaie comme on l'aime, comme on connaît. C'est-à-dire que on peut être dans une situation pendant des mois, on peut se dire c'est fini, et puis d'un coup ça repart à la hausse, ou ça repart à la baisse, ça peut être l'un comme l'autre. En 2 semaines, vous avez effacé tout ce qui s'est passé pendant 3-4 mois. Ça c'est la crypto-monnaie telle qu'on la connaît. Bref. Mais en tout cas, là, ce qui est intéressant sur les ETF Bitcoin Spot, c'est que ça y est, c'est les institutionnels, surtout qui portent le flambeau. On le voit bien, on va voir pourquoi, parce que j'ai d'autres chiffres également, vous passez avec des tableaux et tout assez intéressant. Mais on voit que, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu la grosse correction qu'on a connue là sur les derniers mois, c'était surtout les particuliers, c'était pas les institutionnels, et on avait, malgré la baisse impressionnante des prix qu'il y a eu sur l'ensemble du marché crypto, eh bien, on a eu derrière à peine quelques pourcentages de pertes au final sur les ETF Bitcoin Spot en termes de capitaux sortants. Bon, donc ça veut dire ce que ça veut dire que les institutionnels, la machine d'attractivité qu'est le Bitcoin continue d'attirer de plus en plus de monde et de capitaux. Ce qui n'est pas forcément le cas pour Ethereum. Là, c'est intéressant. Là, je joue le rapport de Farsight Investors sur les ETF Ethereum Spot, et regardez, même si on est reparti à la hausse, vous voyez, c'est quand même une hausse modeste. On a gagné à peu près 100 millions de dollars sur 2 semaines sur les ETF Ethereum Spot. Donc, on voit vraiment qu'il y a une dissonance, clairement, entre les capitaux injectés sur le Bitcoin et les capitaux injectés sur Ethereum. Et je pense qu'il y a une vraie perte de confiance, là, de plus en plus sur Ethereum. Alors, est-ce que c'est une perte de confiance court terme liée au trading, il y a plein de choses, je ne sais pas. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, je suis mitigé sur Ethereum. Personnellement, je n'ai pas mis les billes dessus parce que depuis le début, je ne suis pas convaincu sur le plan technique. Vous avez déjà dit, une transaction, vous payez aussi cher que le montant de ce que vous voulez envoyer. Donc déjà sur le plan technique, aujourd'hui, Ethereum, c'est le Moyen-Âge en fait, comparé à d'autres projets à côté. Donc est-ce que c'est ça vraiment qui impacte du coup l'attractivité des capitaux? Je ne sais pas, parce qu'en parallèle de ça, Ethereum, c'est quand même le leader dans les smart contracts en termes de nombre de développeurs, d'applications, tout ça. Donc voilà, si un jour ils arrivent à vraiment résoudre leurs problèmes techniques, je pense que vraiment ils reprendront en toute leur splendeur, les capitaux vont être s'agiter en masse dans ce projet-là. Mais sinon, je pense que ça peut être compliqué quand même, parce que derrière, les institutionnels sont à la recherche de plus en plus de garanties. Et de garanties notamment, et surtout d'utilité, quoi.
Et si Ethereum n'est pas capable, sur un aspect scalable, d'être utile sur le long terme, je pense que ça peut peut-être freiner justement l'attractivité contrairement au Bitcoin. Voilà, c'est mon avis. Je peux me tromper. Je suis, comme je vous dis, je suis moite-moite là sur Ethereum, mais je suis tellement moite-moite que moi personnellement, j'ai rien investi dessus quoi. C'est vrai que j'y crois pas trop depuis le début, mais on peut avoir de belles surprises quand même. Voilà, c'est ça que je veux dire, parce que il y a quand même du travail qui est fait par les développeurs dessus, donc pourquoi pas. C'est mon avis personnel, voilà, ça n'engage à rien. Là-dessus, je vous dis, je sais pas trop. Bon, allez, je continue sur le Bitcoin, hein, cette fois, toujours avec des articles notamment du journalducoin.com. Donc Bitcoin, le marché crypto dépasse les 3000 milliards de dollars grâce à la poussée de dominance du Bitcoin. Donc là, on voit bien que, ce que je vous disais, hein, en 2 semaines, on avait passé les mois de correction qu'on a connus, avec justement un Bitcoin qui est repassé carrément au-dessus des 96 000 dollars, voire même des 97 000 dollars. Donc, c'est assez intéressant de voir quand même comment ça se passe. Hein. Donc, les nouveaux et débutants, ils sont hallucinés forcément quand ils voient ça. Mais c'est comme ça que ça marche sur le marché des crypto-monnaies. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, le Bitcoin est toujours en phase de dominance accélérée. C'est-à-dire qu'on voit que les altcoins sont toujours à la ramasse. On le voit bien avec le leader des altcoins, Ethereum, hein, qui lui a carrément pris vraiment très cher. En termes d'attractivité, en termes de confiance, également en termes de prix. Bon, donc voilà, le Bitcoin est vraiment en train de dire à tout le monde, effectivement, c'est moi le roi, quoi. Bon, allez, je continue sur un autre article de cryptost.fr encore. Donc, un concurrent de stratégie débarque aux États-Unis et s'apprête à acheter du Bitcoin en masse. Alors là, voilà, ça commence à chauffer des bulles. Dans tout ce qui est attractivité Bitcoin pour les institutionnels, surtout en ce moment, là on voit que depuis que ça remonte au niveau des prix, ça s'excite encore plus qu'avant, si je puis dire, au niveau institutionnel. Et là, Metaplanet, donc c'est une société japonaise quand même à la base, hein, discrète société japonaise qui accumule du Bitcoin depuis quelques temps à coût de millions de dollars, qui en détient d'ailleurs 5000, ouais, quand même c'est pas mal pour une société japonaise, avec un montant de 500 millions de dollars, vient d'annoncer qu'elle débarquait prochainement aux États-Unis dans un seul objectif, c'est accumuler du Bitcoin. Ça fait rêver quand même. Il y a une société quand même japonaise qui débarque aux États-Unis, qui ouvre des filiales aux États-Unis, dans le seul but, même pas de proposer des services, machin, non, c'est juste d'acheter du Bitcoin, quoi. On croit rêver. On en est là, mais il y a 5 ans, jamais de la vie, on aurait pu penser qu'une société serait capable de faire ça, et pourtant. Donc là, on a une société qui est vraiment sur le modèle de stratégie de Michael Saylor, qui est d'accumuler du Bitcoin et de lever des fonds uniquement pour acheter du Bitcoin. On en est là. Bon. Et donc, ça s'explique en partie pour ce genre d'articles qui sortent et de nouvelles. C'est-à-dire que là, j'ai un autre article de cryptost.fr, traiter le Bitcoin comme l'or et soutenir les mineurs de Bitcoin, le plan du secrétaire au commerce des États-Unis. Howard Lutnick, actuel secrétaire au commerce des États-Unis, a réaffirmé le soutien de l'administration Trump à l'industrie du Bitcoin. Cette dernière, affirme-t-il, entend créer un environnement favorable à son essor en rupture nette avec l'approche restrictive de l'administration précédente. Voilà, on y est. C'est-à-dire que là, on a vraiment toutes les planètes qui sont alignées pour favoriser l'adoption de masse du Bitcoin sur le plan institutionnel, également donc du retail, mais en 2 phases, hein, on a compris. Parce que les institutionnels sont toujours les premiers à se gaver, et après, vous avez la masse qui peut prendre les miettes, on va dire. Allez, je continue, donc toujours dans cet aspect justement d'adoption de masse du Bitcoin au niveau institutionnel, et pour comprendre d'où ça vient et comment et pourquoi ça s'accélère, justement là j'ai un autre tweet de la sénatrice Cynthia Lummis, qui est également maintenant en charge du sous-comité de direction sur les crypto-monnaies aux États-Unis. Donc elle gère un groupe en fait spécialisé dans l'amélioration de ce genre de choses. Et donc là, elle fait référence au Bitcoin Act de Donald Trump qui est pour mettre en place la réserve stratégique du Bitcoin. Et elle dit carrément que le Bitcoin Act, donc la réserve stratégique du Bitcoin, est la seule solution pour donc, les États-Unis en fait résolver, solutionner les 36 trillions de dollars de dette. Voilà. Donc, on en est là. C'est-à-dire que pour elle, et pour aujourd'hui, et c'est pas que elle, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est l'administration de Trump en général, pour eux, le Bitcoin est la solution pour justement, quelque part, sortir du système traditionnel actuel. Donc là, on est, encore pour moi, avec ce genre de propos, on est au-dessus de l'or, là.
C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le Bitcoin, et on le voit sur tous les sujets, sur tous les niveaux, même au niveau mathématique, avec l'injection des capitaux, les nouveaux arrivants institutionnels ou autres qui se jettent sur le Bitcoin, c'est-à-dire que tout le monde a compris, de près ou de loin, tous les acteurs qui touchent à la finance traditionnelle ou pas traditionnelle, ont compris en étudiant le Bitcoin. De toute façon, c'est comme ça, hein. Vous étudiez le Bitcoin, vous avez compris que c'est la solution à ce qui se passe aujourd'hui et aux problèmes majeurs que toutes les civilisations ont connus à travers l'humanité, quoi. Ben oui, c'est-à-dire que l'Empire romain a coulé à cause de l'inflation, c'est-à-dire que ça a été, on a un livre d'histoire, c'est vrai qu'on nous dit que c'est les barbares, c'est la corruption, machin, mais en arrière-plan, vous avez la chute de l'économie romaine. Avec l'inflation, c'est pour ça qu'on a eu des pièces d'or, ensuite des pièces d'argent, ensuite des pièces de bronze. Et oui, ils coupaient en fait les pièces parce qu'ils connaissaient l'inflation. Et donc à la fin, les armées coûtaient trop cher en fait. Bon, donc on est dans le même délire. Et sauf que là, on a, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a quelque chose qui nous permet justement de sortir de ce cycle vicieux des dettes que toutes les civilisations ont connu au fur et à mesure du temps. Et donc, là où ça devient intéressant, c'est que là, j'ai un tweet de Michael Saylor, justement le fondateur de Stratégie, qui achète et qui lui a une obsession unique et autiste, on va dire, c'est d'acheter du Bitcoin. Et donc lui, eh ben, regardez, il a partagé un petit tableau de Tefra. Donc Tefra, c'est une société analytique, hein, quelque part, où justement, il fait la listing de tous les gestionnaires d'actifs ou les banques, plus grosses banques hein, au niveau mondial, américaines, hein, c'est les banques américaines, quoi. Avec, vous savez, au milieu, vous avez la Bank of America, Fidelity, Morgan Stanley, Charles Schwab, donc gestionnaires d'actifs plus banques. Et donc, tout ça, vous voyez, c'est des gentils petits, allez, on va dire ça comme ça, brasseurs d'argent hein, qui dominent le monde hein, par l'argent, qui tirent les ficelles en coulisses, on va dire. Et donc, actuellement, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, dans l'exposition des ETF Bitcoin en termes spot, hein, vous avez actuellement Charles Schwab, Fidelity, Wells Fargo, Mariner, je connais même pas, et Fisher Investment. Ça, c'est des entreprises qui sont déjà quelque part exposées ou qui vont être exposées aux ETF Bitcoin Spot parce qu'elles ont eu l'autorisation au sein de leurs administrations internes, mais également de la part de la régulation américaine. Bon. Et donc, rien que ces, vous voyez, 3, 4, 5, on va dire, banques, gestionnaires d'actifs qui ont l'autorisation d'acheter les ETF Bitcoin Spot, entre guillemets, de s'exposer aux ETF Bitcoin Spot, eh bien, ça représente un petit total de 19 trillions de dollars. Je vous rappelle qu'actuellement, sur les ETF Bitcoin Spot, vous avez 40 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Voilà. Je vous rappelle, hein. Et donc là, rien qu'avec ce qui est autorisé, donc là, ces gens-là, donc là, ces 5 banques gestionnaires d'actifs brassent 19,14 trillions de dollars, donc 19 000 milliards de dollars de gestion d'actifs dans leur portefeuille. Et donc, s'ils allouaient 5%, c'est le calcul qui est fait là par Stratégie, enfin Tefra plutôt, la société analytique, et donc, eh bien, ça représenterait un montant de 957 milliards de dollars s'ils allouaient 5% de leurs capitaux dans les ETF Bitcoin Spot. Et si vraiment ils visaient la sécurité, c'est-à-dire 1%, c'est écrit ici, eh bien, ce serait 191 milliards de dollars. Vous avez compris que du coup, là, actuellement, les 40 milliards de dollars qui sont injectés sur les ETF Bitcoin Spot, mais c'est rien du tout. C'est une piqûre de moustique, quoi. Et ça, c'est ce qui est actuellement, va dire, validé. C'est sûr, c'est des banques gestionnaires d'actifs qui ont l'autorisation interne et externe de s'exposer aux ETF Bitcoin Spot. Et je vous rappelle que Charles Schwab, ils ont eu l'autorisation il y a quelques semaines. Et c'est eux qui brassent, car ils sont au top du panier, hein. Ils sont à 10,10 trillions de dollars, donc c'est l'équivalent de BlackRock en fait, hein, en gros, en termes de brassage d'argent. Mais derrière, vous avez également tous les autres. C'est-à-dire, vous avez les restrictions au niveau de l'exposition pour Morgan Stanley, par exemple, où eux, ils n'ont pas encore l'autorisation, ou alors ils ont l'autorisation, mais sous certaines restrictions, conditions. Voilà. Et ça, vous avez donc cette liste-là, plus carrément ceux qui ont l'interdiction en interne, comme Vanguard, par exemple, où eux, ils ne peuvent même pas, ils n'ont pas d'autorisation d'injecter des fonds dans les ETF Bitcoin Spot. Et donc, tout ce petit monde-là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente encore une petite bagatelle de 31,2 trillions de dollars. Voilà, donc là, en attente, on va dire que parce que je suis persuadé que tôt ou tard,
ces gestionnaires d'actifs, ces banques qui sont pour l'instant en restriction temporaire, permanente, totale, enfin voilà, vous avez compris, tôt ou tard, ils auront l'accord. Pourquoi? Parce que on a compris que comme le Bitcoin, c'est la solution, quand vous avez étudié le Bitcoin, vous avez compris que le Bitcoin, c'est là pour rester. Bon. Et quand on va voir que Charles Schwab et tous ceux qui sont exposés aux ETF Bitcoin Spot vont se faire des millions, quoi, des milliards, sur le dos du Bitcoin, parce que c'est pas fini, on n'est qu'au début, hein, vous avez compris, eh bien tous les autres vont peut-être réviser leur position. Ils vont comprendre qu'en fait là ils sont en train d'échapper ou de se faire dépasser par leurs concurrents parce qu'ils ne sont pas allés chercher leur part du gâteau également dans le Bitcoin. Et là vous avez un potentiel donc, de 31,2 trillions de dollars qui vont s'injecter en masse dans les ETF Bitcoin Spot. Et donc pareil, si on fait la même logique, eh bien s'ils allouent 5% ces gens-là là, de leurs fonds sur le Bitcoin, ça représenterait 1,5 trillion de dollars directement alloués dans donc 1500 milliards hein, dans les ETF Bitcoin Spot. Et s'ils allouaient 1%, soyons raisonnables, ça représenterait 312 milliards de dollars. Donc si tous ces fonds-là, là, et je ne parle que ça, si vous avez compris que c'est que les fonds américains, je ne parle pas des fonds mondiaux. Hein. Bon, vous voyez, c'est Top US Wealth Platform. Bon, donc, eh ben, ça représente, si juste 1% des capitaux américains, en gros, des banques, des gestionnaires d'actifs seraient dans les ETF Bitcoin Spot, ça reprend un total d'à peu près 500 milliards de dollars, avec 1%. Aujourd'hui, nous sommes à 40 milliards. Donc, vous avez compris que l'exposition actuelle des ETF Bitcoin Spot, mais c'est ridicule. Ridicule, clairement. Donc, on a un potentiel, clairement, de x10 sur l'exposition, et je dis bien facilement, hein, c'est facile, clairement, sur les capitaux actuels injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Et donc avec un x10, eh bien, ça reviendrait encore une fois dans l'ordre de grandeur des prix actuels des 90 000 dollars à multiplier par 10, donc quasiment 1 million de dollars d'ici 2030. Voilà. Et là, alors là, je parle que des ETF Bitcoin Spot, mais c'est vrai que ce x10, on le retrouve partout. On le retrouve notamment sur les prédictions de ARK Invest, qui a revu sa position, qui a dit, bah, les 1 million de dollars, on va les fumer d'ici 2030. On les revoit, quand j'avais fait le calcul, souvenez-vous, il y a un mois ou deux, sur si les millionnaires, là, je sais plus combien, il y a 80 millions de millionnaires, ou un truc comme ça au monde, s'ils mettaient tous 1 million, bref, j'avais fait le calcul, on retombait sur quasiment un x10, pareil. Donc, 1 million de dollars, le Bitcoin va les fumer. Va les fumer, c'est clair. Bon, allez, je continue, hein, je suis pas fini, je vais vous passer un autre petit tableau assez intéressant. Toujours dans la même veine, regardez, donc là c'est un tweet de Bitcoin. Donc bon, c'est pas Bitcoin, vous avez compris, c'est un tweet qui est officiel Bitcoin avec derrière des développeurs, etc. Qui a partagé un petit tableau avec en fait la liste des 21 étapes pour intégrer quelque part un asset, un actif ou notamment le Bitcoin dans le système financier américain. Et là, regardez ce qui est intéressant, c'est que vous avez effectivement tout ce qui est aujourd'hui complété, vous avez tout ce qui est en progrès et tout ce qui est à déterminer selon ce que déclare le tweet Bitcoin là, actuellement. Et donc, par exemple, dans tout ce qui est complété, eh bien, vous avez par exemple l'inclusion du Bitcoin dans une cible de modèle de portfolio, souvenez-vous, comme a fait BlackRock. BlackRock a intégré le Bitcoin dans son modèle de portfolio, tellement c'est rentable en fait. Bon, pour vous dire, et attractif. Donc ça c'est fait. Ensuite, par exemple, vous avez également la protection explicite des actifs digitaux, c'est-à-dire dans la loi pour les Américains. Les Américains, ils ont le droit désormais juridiquement de détenir, ils sont protégés par la loi, de détenir du Bitcoin en termes de self-custody. Ça, on devrait en prendre de la graine quand même en Europe, parce que nous, on est en train de faire l'effet inverse. On est en train de réfléchir pour interdire les personnes à détenir du Bitcoin de façon self-custody, c'est-à-dire par MetaMask, les cold wallets, etc. Donc, nous, on est une dictature. Personne ne réalise, mais on est vraiment un truc de fou, quoi. Des communistants, quoi. Bref, je suis un peu dérivé. Du coup, pour revenir à nos moutons, donc là, ça donne l'exemple un peu de ce qui était complété aujourd'hui pour le Bitcoin. Après, vous avez tout ce qui est le travail en progrès. Effectivement, vous avez par exemple la création d'une activité pour les ETF Bitcoin Spot. Alors, c'est au niveau des ETF, c'est les autorisations qui ne sont pas encore en cours, et notamment, ça fait référence à toutes les banques et gestionnaires d'actifs qui n'ont pas encore le feu vert, interne ou externe peut-être, sur l'allocation de leurs fonds dans les ETF Bitcoin Spot.
Donc, ça peut être ça. Vous avez également la législation en cours sur les stablecoins. Effectivement, c'est un travail qui est en cours. Vous avez la classification légale du Bitcoin. C'est pas encore fait. C'est-à-dire que là, on dit tous que c'est une réserve stratégique, le Bitcoin. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est au même titre que l'or? Enfin, ça reste aussi à déterminer. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont en travail. Après, vous avez également la formation de la réserve stratégique de Bitcoin en tant que tel. C'est-à-dire que là, le Bitcoin Act a été validé. Mais maintenant, il faut le mettre en place en pratique. Et là, c'est autre chose. Donc, c'est en cours, hein, c'est en cours d'actualité là, par l'administration Trump. Et après, vous avez tout ce qui est à déterminer. Alors là, par exemple, vous avez les banques les majeures, c'est-à-dire pourront à l'avenir accepter le Bitcoin comme collatéral, un peu comme l'or, ou des réserves de valeur, notamment sur les banques centrales, bon, qui, elles, ont des réserves de collatéral en dollars ou en monnaie, en euros ou autre, qu'elles estiment plutôt fiables sur le long terme. Ensuite, vous avez également supporté tout ce qui est le minage pour le Bitcoin. Alors là, c'est à déterminer, mais je ne suis pas trop d'accord. C'est-à-dire que c'est déjà en cours. On l'a vu avec dans l'article de cryptost.fr où justement il y a un travail qui est en cours sur tout ce qui est le minage du Bitcoin, où l'administration Trump veut renforcer cette industrie-là. Donc en fait, ça, pour moi, je le mettrais plutôt dans work in progress. Bon, après, voilà, c'est une question de perception aussi, hein. Après, vous avez tout ce qui est notamment éliminer les gains de capitaux sur le Bitcoin. Donc là, c'est ce que je crois que c'est une promesse électorale de Donald Trump. Bref, et après, vous avez tout ce qui est, alors ils sont un peu partis loin, l'allocation d'une portion, tout ce qui est vous savez, vous avez des trusts, en fait, aux États-Unis, notamment il y a une trust sur l'aspect social, et donc ils voudraient allouer une portion de ce trust-là dans le Bitcoin pour, bon bref, un peu, là, ils ont un peu parti un peu loin, pourquoi pas, mais c'est une idée qui est parmi d'autres, comme justement sur notamment les bons du trésor américain qui serait collatéralisé quelque part sur des bons bitcoins. Donc ça, c'est déjà été abordé, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, où justement, c'est une éventualité très sérieuse à envisager pour les États-Unis pour justement acheter du bitcoin via leur dollar sans passer par le contribuable américain. Parce que eux, ils tiennent vraiment, et je trouve ça très bien d'ailleurs, à ne pas faire payer les contribuables américains par leurs impôts du Bitcoin, parce que le Bitcoin, après, c'est un pari sur l'avenir, ça reste aussi quelque chose de volatile, en tout cas pour le moment, même si quand on a étudié le Bitcoin, on a compris que ça y est, le Bitcoin, c'est la solution, quoi. Mais bon, comme beaucoup d'Américains sont encore sceptiques, on le voit au niveau mondial, la crypto-monnaie n'a pas encore été inscrite dans les mœurs totalement, même si on est en train d'y arriver. Voilà. Donc je pense que c'est pour cette raison-là qu'ils ne veulent surtout pas en fait prendre le risque de passer par les contribuables américains et puis derrière ça se passe mal et qu'on leur reproche, quoi. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Bon, allez, pour vous dire vraiment où on en est et où ça avance, et ça avance tellement que là, j'ai un autre article de Bitcoin News, un autre Twitter, on va dire. On a 35 États sur 50 qui ont introduit une législation pro-Bitcoin. Alors, attention, introduit, ça veut dire que c'est en cours d'étude. Vous avez, je crois, 5 ou 6 États qui ont interdit cette année, notamment le Bitcoin dans la réserve stratégique. Notamment, le dernier en date, dommage, hein, parce que ça s'est joué à vraiment un chouïa, l'Arizona. Donc l'Arizona, on avait des bons espoirs. Malheureusement, la gouverneure Katie Hobbs a mis son veto au dernier moment, c'est-à-dire qu'elle a signé, non. Alors donc, vous avez les députés quand même, en gros, hein. L'équivalent en France, je fais l'équivalent directement, vous avez les députés, les sénateurs qui ont voté oui. Donc ça fait quand même 5 passes de vote la loi. Et à la fin, c'est la gouverneure donc, qui a dit non au final. Et tenez-vous bien, alors, moi j'ai rien contre le fait qu'elle ait dit non. Par contre, c'est l'argument qu'elle a utilisé, là ça me dérange beaucoup, dans le sens où elle a dit, bah, c'est un investissement qui n'a pas été testé. On croit rêver, quoi. C'est-à-dire, vous avez la réserve stratégique fédérale américaine qui est en train de dire, le Bitcoin c'est l'or, vous avez des gestionnaires d'actifs, des banques qui sont en train de tester, enfin, même plus tester, ils sont en train d'adopter le Bitcoin parce qu'ils déclarent tous, vous avez même le PDG de BlackRock, Larry Fink, qui a déclaré que le Bitcoin, en gros, c'est la même chose que l'or, c'est un actif de classe internationale. Et l'autre, elle arrive avec son... Voilà, et elle arrive et elle dit « Ouais, mais le Bitcoin, c'est quelque chose qui n'est pas testé, on ne peut pas l'utiliser. » Elle l'aurait dit, elle aurait utilisé un argument comme quoi le Bitcoin, c'est volatile, ok. On aurait tous... Enfin, moi, j'aurais compris, j'aurais dit « Ok, il n'y a pas de souci. Chacun son opinion là-dessus. Pour
une réserve de valeur, ça peut se comprendre, trop volatile, d'accord. C'est d'ailleurs ce que des banques centrales ont utilisé comme argument, et ça s'entend très bien, pour refuser justement de mettre en place, la Suisse l'a fait d'ailleurs, elle a refusé, hein, et ça se comprend parce que c'est trop volatile. Ok, mais vous pouvez pas déclarer à une échelle d'une gouverneure, hein, donc on voit vraiment qu'elle a même pas étudié le Bitcoin, quoi. Voilà, et c'est ça qui m'en fout, enfin, personnellement, c'est ça qui... Donc c'est pour ça que quand j'ai vu cette déclaration débile, désolé, je suis allé voir du coup qui est le personnage. Non, je n'ai même pas eu la curiosité de regarder qui était le personnage, mais je suis allé voir sur Wikipédia du coup qui c'est cette femme pour dire des bêtises pareilles. Et donc Katie Hobbs, ok, et là je me suis arrêté à, oh, Parti démocrate. Ah là, voilà, Parti démocrate. Bon, vous savez ce que je pense de la gauche, qu'elle soit américaine ou française ou européenne, hein. Vraiment on est au communistan, on le voit bien, et on a un régime de plus en plus socialiste, communiste. Bon, alors, je vais peut-être fâcher des gens, hein, désolé, c'est mon opinion, mais là, quand je vois encore une fois, Parti démocrate, qui est censé justement représenter des valeurs presque sociales, enfin, ou des bonnes valeurs, entre guillemets, dans leur constitution, voilà, la gauche, quoi. Et ben au final, elle a interdit donc le Bitcoin, qui justement était la solution pour sortir du système de la dette, la spirale de la dette, tout le problème actuel qui est en train de créer au final la pauvreté qu'on connaît. Voilà, donc pour des socialistes, je trouve que c'est quand même le paradoxe le comble du comble, quoi. Et donc, en fait, on comprend derrière que c'est un enjeu politique, quoi. Ça a été refusé par elle, parce que si ça avait été le parti républicain, je vous parie tout ce que vous voulez, que ça aurait, voilà, ça aurait été approuvé, quoi. Ouais, mais comme c'est Parti démocrate et que le Bitcoin, ça vient quelque part, la réserve stratégique du Bitcoin, elle vient de Donald Trump, qui est le parti républicain par excellence, qui se déteste là-bas, c'est la guerre. Ben voilà, donc on s'est retrouvé à se faire refuser une réserve stratégique du Bitcoin local, tout ça parce que madame est du Parti démocrate avec son idéologie et qu'elle déteste Donald Trump. C'est un peu ça qu'on retrouve. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est dommage, parce que quand on voit, voilà, le Bitcoin, c'est un investissement qui n'a pas été testé, il faut voir quand même les performances il y a 10 ans. Bon, on est sur un actif qui a fait une performance record, l'actif le plus performant au monde, quoi. Bon, ça fait rêver quand même, ça fait rêver, mais on voit vraiment le problème, justement, c'est l'archétype, le stéréotype de l'impact de la politique et de l'incohérence de la politique sur les décisions économiques, en fait. Voilà, et je pense que ça, c'est un mélange de ce qu'on a pu voir avec les démocrates, parce que nous, c'est ce qu'on observe à plus grande échelle encore en Europe, et on est en train de payer le prix, quoi. D'ailleurs, on le voit, hein, sur tous les niveaux. Bon. Donc, je continue avec un dernier petit... désolé pour la petite aparté, mais bon, vous voyez, tout est mélangé, hein, tout est lié, politique, économie, ouais. Donc, obligé de faire les allusions entre les deux. Bon, et ensuite je passe à coinglass.com avec le petit indicateur de performance sur la réserve en fait de Bitcoin dans les plateformes exchange. Et regardez, on est toujours... Alors on avait une petite remontée là du nombre de Bitcoin disponibles sur les plateformes exchange le 23 avril et puis depuis ça commence à rebaisser. Donc on voit bien que là, avec l'augmentation des prix du Bitcoin, on devrait avoir l'inverse. On devrait avoir un nombre de Bitcoin qui devrait être disponible sur les plateformes exchange, qui devrait être en augmentation. Eh ben non. Eh ben non, on a eu l'inverse. Donc on voit bien que là, on a un vrai sentiment long terme. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui se disent, au lieu, quand les Bitcoin montent à la hausse, ok, je vais prendre des profits, eh ben non. Donc ça veut dire que le cap des 100 000 $, il est acquis déjà, en fait, psychologiquement, quelque part. Tout le monde se dit, mais 100 000 $, c'est rien, ça va monter plus haut. C'est ça que ça veut dire. Parce que les gens retirent leur Bitcoin des plateformes exchange. Quand je dis les gens, c'est généralement les institutionnels. Parce que vous avez compris que le retail, on s'est fait dégager, je mets tout dedans, hein. Psychologiquement, on s'est tous fait dégager, en fait, du marché par les institutionnels, hein. Bon, bref, voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que là, on a quelque chose de très intéressant et donc toutes les baleines institutionnelles planifient quelque part que le Bitcoin va aller plus haut. Sinon, on aurait eu un gros pic ici avec un nombre de Bitcoin qui sera en masse sur les plateformes exchange parce que là, les baleines prévoyaient de vendre dans pas longtemps leur Bitcoin. Bon, voilà, donc ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui, vous avez compris. Donc maintenant, j'ai passé au prochain projet, notamment VeChain. Alors, VeChain, vous voyez ici, première nouvelle, donc au 1er juillet, ça y est, ils vont lancer le projet Stargate, c'est-à-dire leur nouveau programme de staking.
Et donc là, ils vont compléter ce programme avec 15 millions de dollars de VTH chaud en bonus. Voilà. Donc le principe, c'est simple, ça va être que si vous participez au programme de staking, eh bien vous serez récompensé derrière en VTH chaud en plus de ce que vous avez en programme de staking. Voilà, tout simplement. Ensuite, je continue. Donc là, on a l'aspect social. Donc là, il y a un mélange de RWA et de VeChain également. Que vous voyez, vous avez Lunar Crush qui a fait le topo sur le RWA. En termes de, vous savez, tout simplement de classement dans l'aspect social des projets en lien avec le RWA. Et là, vous voyez que le premier projet qui est toujours leader dans le RWA, c'est Link en termes de mention sociale. Après, vous avez HBAR, HBAR aussi est vraiment puissant. Avax, évidemment, et derrière, cette fois, vous avez eu VeChain. Donc on voit que VeChain, le coude à coude en plus avec Ondo, alors c'est intéressant parce que Ondo en plus, très très gros projet là, avec la tokenisation d'actifs, mais VeChain est devant là, donc VeChain vraiment, même au niveau social, est vraiment pas mal, et il est devant Algo, QNT, Maker. Donc on voit que dans tout ce qui est le RWA, il n'y a pas photo, tous les meilleurs projets, déjà au niveau technique, à mon sens, sont également inclus dans l'aspect social. Les Link, il n'y a pas photo. Vous avez déjà, j'ai déjà parlé de Link. C'est vraiment l'oracle, on va dire, donc dans tout ce qui est les données, le big data, là, dans tout ce qui est le RWA, super. HBAR, c'est un peu le concurrent de VeChain, mais HBAR, c'est pas une blockchain. Alors ça, attention, c'est là où je dis moi attention, c'est que HBAR, ça n'a pas le même fonctionnement totalement qu'une véritable blockchain au niveau technologique. Donc à la limite, il faut que je fasse une vidéo sur HBAR, mais c'est un très bon projet, voilà. Du lourd. Avax, bien évidemment, dans les RWA, ils sont très avancés, et Ondo, bah, vous connaissez. Il y a aussi le RSR, je vois qu'il est en train de monter là. Et c'est vrai que RSR, très bon projet dans tout ce qui est justement la tokenisation, la création de ses propres stablecoins en forme d'ETF. Quasiment. En fait, il prévoit, c'est que c'est quasiment une plateforme où vous pouvez créer vous-même votre ETF, entre guillemets. Voilà, donc là, vous avez une tokenisation de quelque chose de décentralisé, quoi. Donc c'est pas mal. C'est vrai que c'est intéressant à étudier, en tout cas. Bon, allez, je continue avec notamment les statistiques sur VeChain, vous connaissez la chanson. Notamment avec le nombre, vous voyez, de nouvelles adresses là. Vous voyez, en 24 heures, on est reparti à la hausse. On voit que là, on repart à la hausse. On avait un peu baissé. À un moment, on était à 10 000, 15 000. Là, on repart avec 30 000 nouveaux portefeuilles en 24 heures. Et un total de 7 688 000 nouvelles adresses. Donc on voit quand même que là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose sur VeChain, notamment grâce à la plateforme VBetterDAO. Alors c'est vrai que là, je ne vous ai pas fait le point, mais je ferai le point la semaine prochaine sur la plateforme. Dont on n'a pas parlé. Il y a eu d'ailleurs une baisse du prix du B3TR, ouais. Donc je me repenche là-dessus, là, parce que c'est assez intéressant ce qui se passe quand même là-dessus. Au niveau des statistiques liées au nombre de holders sur les projets, ben, vous voyez que le B3TR, c'est vraiment ce qui fait la poussée actuelle, en fait, du nombre de nouvelles adresses avec 1 180 000 nouveaux holders sur le token. Et après, vous avez toujours le VTHO qui continue d'être attractif. On est quasiment à 4 100 000 nouveaux holders. Et on voit que le VeChain, il ne se passe rien, quoi. Le VeChain, je crois que la semaine dernière, on était aussi à 1 680 000. Donc presque, on a peut-être même perdu des holders. Donc, il est temps, vraiment, il est temps que le VeChain retrouve son dynamisme d'antan, avec peut-être des partenariats techniques. Je suis totalement d'accord avec toi, Lip, quand tu disais effectivement que le problème de VeChain, c'est qu'il n'y a plus de partenariats stratégiques, techniques. C'est ce qui manque par rapport à 2021. Effectivement, et c'est vrai que depuis, il y a une vraie stagnation dans les holders de VeChain. Donc, il faudrait aussi effectivement qu'ils travaillent sur des partenariats et pas comme l'UFC au niveau marketing, mais vraiment au niveau, technique, quoi, technologique, avec des grosses sociétés spécialisées. Ouais, je suis d'accord. Clairement, je suis d'accord. Bref, voilà. Bon, sinon, ça, ce sera tout pour VeChain. Vous voyez, je fais une petite passe rapide, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la vidéo, donc je suis obligé de restreindre un peu à des endroits. Je passe à Ondo, et là, on va au RW en général. Donc, il y a Ondo, il y a XRP, bon, vous connaissez la chanson. Donc, je commence avec un tweet de Ondo Finance. Regardez, on a 64 trillions de dollars dans tout ce qui est le marché des global equities qui peuvent être apportés sur l'on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain directement.
Et donc ça, c'est le vice-chairman, en fait, Patrick McHenry de Hondo Finance qui a parlé directement sur le Nasdaq en live. Donc quand même pas rien ce qui est en train de se passer, vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'une fraction de cette valeur qui est disponible effectivement sur le marché. On parle d'un marché de plusieurs milliards de dollars actuellement, hein, avec la TVL de quasiment 1 milliard de dollars pour Hondo Finance. Mais le potentiel actuel, c'est 64 000 milliards de dollars à l'avenir sur ce marché-là. Donc c'est ça le RWA, en fait. Donc quand on dit que, quand je vous dis aussi que on est sur quelque chose d'absolument astronomique en termes de potentiel et que actuellement on est au tout début, c'est pas pour rien. C'est pas moi qui vous le dis. Vous voyez, c'est tous les actifs, toutes les institutions financières, les entreprises comme ça, qui ont compris effectivement qu'aujourd'hui, quand vous couplez la finance traditionnelle qui est désuète, qui est moyenâgeuse désormais, et que vous la couplez avec la technologie de la blockchain, donc ce qui se donne le RWA en fait. Voilà, on appelle le Real World Asset, c'est justement ce couplage entre les deux, et bien ça donne un potentiel de nouveaux marchés de 64 trillions de dollars. En fait, c'est une modernisation du réseau SWIFT bancaire quelque part. Voilà, et de tout ce qui va avec à côté, avec tous les acteurs majeurs traditionnels de la finance, etc. Avec le trading, les actions boursières, les bons du trésor, tout le tralala que vous connaissez, quoi. Voilà. Donc c'est ça le RWA aujourd'hui au niveau de l'investissement. Ensuite, je continue. Donc une nouvelle ère pour le RWA commence sur Solana. Et là, on a un nouveau partenariat donc entre Hondo Finance et Solana désormais, puisque ça y est, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire donc au 1 mai 2025, eh bien, la fondation pour les bons du trésor américains est on-chain sur Solana. Voilà, donc c'est le USDY de Hondo Finance qui est disponible directement désormais sur l'écosystème de Solana et peuvent être bougés du EVM, c'est-à-dire de Ethereum, je crois, à Ethereum, à Solana, pardon. Voilà. Donc Solana, bien joué. Ça, c'est du lourd, hein, vous voyez. Donc, et vous avez Layer 0 aussi qui est en partenariat avec Solana et Hondo Finance. Allez, je continue cette fois avec XRP et Ripple, bien évidemment. Donc les stablecoins devraient être donc en confiance, conformes premièrement, et également construits en fait pour le monde réel de la finance. Donc Real World Finance, fait penser à Real World Asset, hein, clairement. Donc c'est vraiment ça, on a le RWA et on a le RWF, Real World Finance. Et donc le RLUSD est en train de mettre en place les standards. Donc ça y est, maintenant le Ripple Payments a été lancé et le RLUSD est désormais disponible sur Ripple Payments, donc pour tout ce qui est les entreprises de paiement, les actifs, la tokenisation et la DeFi. Donc ça y est, il y a un market cap de 250 millions de dollars désormais pour le RLUSD et 10 milliards de volume de trading. Et donc il y a au final pas beaucoup de plateformes qui proposent désormais le RLUSD, donc on a un gros potentiel en avant. Il y a que Kraken qui est une grosse plateforme, hein, on va dire. Mais tout le reste, vous voyez, c'est des petites plateformes exchange pour l'instant avec Bitstamp, vous avez Bullish, je ne connaissais même pas, et Nmax Group non plus, je ne connaissais pas, qui propose en fait le RLUSD. Voilà, mais on n'a pas encore Binance, on n'a pas KuCoin, on a Bybit notamment, donc tous les plus gros, on ne les a pas encore, il n'y a que Kraken qui se rapproche de ces grosses plateformes, et encore. Allez, je continue toujours avec Ripple, le XRP. Donc, les utilisateurs peuvent désormais en fait emprunter le RLUSD de Ripple sur Aave. Alors là, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que Aave, c'est un très bon projet également, mais comme je vous l'ai déjà dit, hein, je n'ai pas le temps pour aborder tous les gros projets avec une réelle utilité dans lesquels je crois personnellement. Donc Aave, en résumé, c'est vraiment la blockchain qui permet de faire des emprunts DeFi. Donc c'est vraiment l'accès futur et c'est la révolution des crédits. Parce qu'aujourd'hui, sur la finance traditionnelle, vous êtes obligé de voir votre banque, donc d'avoir un intermédiaire plus ou moins, on va dire, impartial sur vos finances, qui vous êtes, etc. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un crédit, vous devez envoyer un dossier à la banque et la banque étudie votre prêt, entre guillemets, en fonction de votre profil. Bon. Sur Aave, il n'y a plus cet aspect-là. Aave, c'est vraiment le crédit, l'emprunt décentralisé et même les microcrédits. Donc ça, c'est vraiment une révolution à mon sens du système actuel du crédit, de l'emprunt qui va prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'il y a des zones géographiques, notamment en Afrique,
où vous pouvez pas, ils n'ont pas de banque, donc ils peuvent pas accéder au crédit. Donc là, grâce à des projets comme Aave, vous avez des potentiels énormes, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, n'importe qui a accès au microcrédit. Voilà, et avec n'importe quel montant. Bon, ça c'est hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose pour moi aussi à Havre qui a un projet d'avenir là-dessus. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous avez le RLUSD, donc le RWA, donc les désormais RWF, avec donc, le Real World Asset, donc Real World Finance, et maintenant le Real World Emprunt, je sais pas comment dire, mais tout ça fait vraiment un gros secteur de l'économie RWA. Au final, alors on va peut-être l'appeler autrement, je sais pas, pour tout englober. Mais très intéressant. Vous savez que le RWF, au final, ça fait le Real World Finance. On englobe tout et on englobe aussi les paiements, bref. Voilà, donc c'est très intéressant ce qui se passe et on voit que tout ce petit monde-là est en train de s'associer pour créer un énorme écosystème en fait DeFi avec au milieu la technologie blockchain quoi. Bon, donc on assiste en temps réel tout simplement, petit à petit avec ce genre de nouvelles à une révolution globale du système traditionnel actuel. C'est ça qui est intéressant, ça se passe sous nos yeux, quoi. Donc on a la chance de pouvoir participer de près ou de loin à tout ça. Ensuite, là j'ai un autre article de Journal du Coin, donc Ripple voulait racheter Circle pour 5 millions de dollars, mais l'offre a été rejetée. Donc on voit bien que là il y a une bagarre pour le stablecoin. Donc là, Ripple, qui vient de sortir son RLUSD, voudrait racheter Circle. Donc là, si on se met à la place de Ripple, ça veut dire que qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ils veulent lancer justement le RLUSD sur une, je pense, ils veulent accélérer l'adoption du RLUSD. Et là, rien de plus parfait que d'avoir Circle qui gère déjà le USDC. Donc là, vous remplacez le USDC par le RLUSD. Alors, je ne sais pas si c'est faisable techniquement, mais en gros, ce serait l'idée peut-être idéale pour Ripple. Et là, vous avez un marché déjà conquis, puisque le USDC, c'est, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, le numéro 2 en termes de volume de stablecoin au niveau mondial, derrière le Tether USDT. Voilà. Et en plus, le USDC a été validé en Europe, contrairement à l'USDT de Tether qui a été banni d'Europe. Donc vous avez tout le marché européen déjà dans les mains de Circle. Donc rien que ça, déjà, ça représente un volume quand même assez phénoménal. Bon. Allez, je continue. Alors cette fois, j'ai passé à l'intelligence artificielle. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait le point, donc très intéressant. On a Fetch.ai, vous connaissez, qui a gagné donc un prix de la meilleure application de l'intelligence artificielle donc au Digital Commonwealth Award de 2025. Donc là, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a ce genre de projet. C'est très marketing là, ce que je vous montre, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire que le potentiel technique derrière sur les agents autonomes, il est là. Et Fetch.ai, c'est le leader, avec notamment, vous savez, l'alliance qu'ils ont créée avec d'autres projets comme Ocean et Agix. Et c'est dommage qu'il d'ailleurs il n'est pas dans cette association-là, BitTensor. Là, il y aurait TAO, BitTensor dans le ASI, mais ce serait fini, quoi. C'est-à-dire, là, vous avez le monopole entre quatre projets sur l'intelligence artificielle blockchain, et donc mondiale, parce qu'on y arrivera forcément à assembler la blockchain et l'intelligence artificielle. Bon, ensuite là j'ai un autre article de Actu IA, donc là je suis vraiment sur l'intelligence artificielle, sur l'aspect, on va dire zoom out, comme je vous disais, c'est-à-dire géopolitique. Bon, et donc vous voyez que dit l'article, il dit que 2025 l'année de la maturité pour les agents d'IA d'entreprise. Donc on y est, c'est-à-dire que là les entreprises maintenant commencent à utiliser, on le voit avec ChatGPT. Personnellement j'utilise déjà ChatGPT dans mon travail au quotidien, donc pour vous dire. Et c'est vrai que là, les entreprises de plus en plus sont intéressées par l'intelligence artificielle. Malheureusement, ça commence à impacter d'ailleurs des postes. On voit sur plein de sujets, hein. D'ailleurs, même les traducteurs, ben, désolé, mais les traducteurs, on n'a plus grand besoin aujourd'hui. Avec toutes les applications d'intelligence artificielle qui permettent de traduire en temps réel ben, les conversations, on n'a plus vraiment besoin d'un interprète, de payer un interprète. Voilà, donc là, on voit déjà des effets quand même indirects ou directs. Et effectivement, c'est l'année où les agents d'IA autonomes 2025 commencent à être très prisés dans les entreprises, notamment ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est pas un agent autonome, mais ça se rapproche. Voilà. Donc, on est vraiment sur l'ère où effectivement, il y a un enjeu IA au niveau mondial, et ça se répercute même au niveau géopolitique. Là, un article de Le Monde, pourquoi les puces Nvidia sont au cœur de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.
Donc l'administration Trump a durci à la mi-avril les conditions d'exportation vers la Chine des processeurs graphiques de l'entreprise américaine Nvidia. Donc une nouvelle étape du duel technologique entre Washington et Pékin, effectivement, parce que Nvidia, donc, produit des processeurs graphiques qui sont indispensables pour tout ce qui est derrière les serveurs, enfin plein de choses, les ordinateurs, les puissances de calcul, des intelligences artificielles et autres. Et comme c'est leader mondial, Nvidia maintenant, ben, bon. Donc, il y a des impacts. Il y a des impacts, et maintenant c'est un enjeu même, quasiment une guerre commerciale hein, là-dessus. Donc on voit que c'est quelque chose d'avenir. Donc le RWA ou RWF, peut-être si on veut être vraiment plus précis dans tout ce qui est cet aspect-là, et l'intelligence artificielle, bah, pour moi c'est vraiment les deux narratifs qui vont continuer de se développer à toute vitesse dans les prochaines années, et donc investir sur ces narratifs-là, c'est intéressant. Alors je rappelle encore une fois, c'est vrai que j'ai oublié, je ne suis pas dans le conseiller financier, ni en investissement. Hein. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas devin, voilà, je n'ai pas capacité de lire l'avenir. Donc surtout, faites vos propres recherches, je vous en prie. Faites vos analyses, etc. pour faire votre propre opinion et investir derrière sur ce que vous croyez. Bon. Voilà, donc maintenant je continue, et d'ailleurs je vais passer aux actualités crypto plus générales désormais. On commence avec un premier article de cryptost.fr. Le PDG de Tether refuse de se conformer à Mika, qui est très dangereux pour les stablecoins. Voilà, donc tandis que Paolo Ardoino s'est déjà positionné à plusieurs reprises contre le règlement Mika, le PDG de Tether a réaffirmé sa position sur son refus absolu de se conformer à la loi MiCA européenne. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, ça devient intéressant, c'est qu'on a, je rappelle, hein, l'euro numérique qui arrive là en fin d'année 2025. Et donc, qu'est-ce que c'est l'euro numérique? C'est justement un stablecoin, on va dire, donc c'est l'euro, hein, mais qui n'est plus désormais dans les mains d'une entreprise. Là, on voit bien que le Tether, USDT, c'est dans les mains d'une entreprise, mais là, ce sera dans les mains d'une banque centrale. Donc en fait, le reproche que fait quelque part la Banque Centrale Européenne à Tether, hein, c'est que son stablecoin est donc centralisé dans ses mains de Tether. Voilà, c'est un reproche. Donc, c'est pas conforme sur certains points à la loi MiCA, mais surtout que dans la loi MiCA, en fait, il y a des pans où il faut se conformer à plus d'anonymisation quelque part des données, donner toutes ces données aux États, enfin, notamment à l'Europe, hein, voilà, simplement. Commission européenne, tout le tralala, et la Banque Centrale Européenne. Et tout ça fait qu'on est vraiment quelque chose de dangereux, et je suis totalement d'accord avec le PDG de Tether, et qu'on est en train de basculer dans la dictature. Voilà. Et ça, les gens, j'ai mal à comprendre comment on ne percute pas. C'est-à-dire, j'ai du mal des fois à comprendre la réaction des gens en disant ouais tout va bien quoi, dans le meilleur des mondes. Non, rien ne va, rien ne va. Plus on avance, c'est comme par exemple les caméras là, de surveillance qu'on avait mis en place pour les Jeux Olympiques. Ils nous avaient dit ouais ça partira après. Ben voyons, ils sont encore les caméras de surveillance. Hein. Ils veulent les renforcer, ils veulent même généraliser ça à l'ensemble du territoire, notamment en France. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. On est vraiment en train de se diriger à un modèle à la chinoise. Voilà, avec le yuan numérique, eh ben, si vous n'êtes pas d'accord avec le parti politique en Chine, comme tout est surveillé, tout est tracé, tout est centralisé autour d'une plateforme qui s'appelle WeChat, je crois, ou un truc comme ça, eh bien, si vous faites par exemple un faux pas dans la rue ou vous traversez un feu rouge, vous ne respectez rien, eh bien, vous êtes directement, vous subissez des amendes et vous êtes prélevé directement sur votre compte bancaire sans, vous n'avez rien à faire. Voilà. Donc, on en est là-bas. Et à travers le yuan numérique, ça va encore plus loin, le flicage. Et nous, on est en train, sous notre hypocrisie de démocratie, de se diriger vers ce système-là, avec en plus, on serait la seule zone au monde, après la Chine, qui a carrément interdit la crypto-monnaie, carrément, au moins, ils ne sont pas hypocrites, quoi. Ça qui est bien au moins. Eux, ils ne sont pas hypocrites. Nous, on se dit on est la meilleure démocratie au monde, on donne des leçons à tout le monde, mais derrière, on va interdire tout ce qui est les cold wallets, là, en 2027, hein, ils l'ont annoncé. Donc ça reste à voir, mais ça a été, c'est dans les cartons, apparemment. Donc j'ai pas mis d'article encore parce que c'est pas officiel, mais c'est en rumeur quoi. Et voilà, et après il tape sur les sociétés comme Tether, qui est quand même la société numéro 1 mondiale en termes de stablecoin.
Bon, voilà. Et pour que le PDG de Tether carrément dise finalement on préfère faire une croix sur le marché européen en disant c'est très dangereux, c'est que c'est chaud quoi. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que là, parce que là, il y a quand même des enjeux financiers même pour l'entreprise Tether, hein. Ils se font dégager de tout un marché enfin, quand même assez colossal au niveau financier en termes de volume. Bon, donc voilà, il se passe des choses, et même en coulisses qu'on ne doit pas savoir que lui a accès apparemment à PDG là. Donc, faut quand même un peu se poser des questions quoi, sur l'avenir de l'Europe, hein, clairement. Bon. Là, j'ai un autre article de cointribune.com, je trouvais intéressant. Le marché des RWA ne vaudrait en réalité pas grand-chose selon l'avis de Chris Yin, PDG de Plume. Alors là, je trouvais ça intéressant justement pour faire le parallèle entre justement RWA, où moi je vous rassure, je suis toujours persuadé que c'est le top en termes de futur, puisque on voit bien que le RWA il est là pour rester, il est trop utile parce qu'il y a l'utilité derrière. Donc en fait c'est le RWA, mais c'est surtout le RWF, hein, Real World Finance. Bon. Donc après il dit que c'est une illusion largement surévaluée, mais pour le moment. C'est-à-dire que là il remet en code les chiffres officiels et affirme que l'engouement actuel repose sur les données fausses, loin de refléter la réalité du terrain ou l'intérêt réel pour les institutions. Donc, là où il a raison, c'est qu'en fait, le marché actuel, il pèserait 10 milliards et non 21 milliards. Mais vous avez compris que là, on parle de bagatelle. C'est comme si on disait, en fait, le Bitcoin, il ne serait pas à 90 000 dollars, mais il serait en fait à 80 000 dollars. Ok, mais sur le long terme, le Bitcoin, le même principe, c'est une valeur refuge. Donc on est en train de chipoter, ok, il a 90 000 dollars, en fait il devrait être à 80 000 dollars, il est surévalué le Bitcoin, mais là en fait c'est un peu même ordre de grandeur. On a un marché qui est estimé à 64 trillions de dollars. Donc tôt ou tard, voilà, donc là il dit la promesse des 30 000 milliards de dollars d'ici 2030 semble irréaliste sans adoption institutionnelle massive. Il a raison, c'est clair. Mais le marché institutionnel, il est là. Et il est intéressé. Le premier intéressé, c'est Ripple de XRP, justement avec tous les partenariats qu'ils sont en train de mettre en place avec les banques centrales. Bon. Donc, pas du tout d'accord. Alors, je suis d'accord dans le sens où, effectivement, sur le court terme, actuellement, on peut avoir surévalué ce marché-là, dans le sens où on s'emballe. Ça, oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien de mettre en perspective ce genre d'opinion. J'aime bien, moi, les gens qui sont opposés enfin bref. Et, mais derrière, voilà, il faut rester objectif aussi. Et c'est vrai que le marché du RWA, il est beaucoup trop utile. Alors peut-être que ce ne sera pas d'ici 2030, hein, mais ce sera peut-être d'ici 2040. Vous voyez? Voilà, donc dans ce sens-là, tout à fait. Tout à fait d'accord avec rester prudent dans tous les cas, quoi qu'on fasse, dans quelque investissement que ce soit, dans quelque narratif que ce soit, il faut rester prudent. Mais il faut rester sur les valeurs fondamentales, c'est-à-dire à quoi ça sert d'investir sur telle chose, parce que telle chose, à quoi ça va servir à l'avenir. Voilà. Bon, allez, je continue. Donc moi, personnellement, je vous rassure, hein, je crois toujours autant au RWA. À tout pulvériser sur son passage dans les années qui viennent, parce que c'est comme l'intelligence artificielle. Voilà. Et là, regardez, j'ai un article de Cointelegraph France. Les cryptos adossés à l'or atteignent des records avec la guerre commerciale. Donc les cryptos indexés sur l'or comme Tether, God, là on reparle de Tether quand même, hein. Bon, au passage, petit coucou à l'Europe là, ont progressé d'environ 7% au cours du dernier mois alors que les investisseurs recherchent des valeurs refuges. Bon, donc après, les cryptos indexés à l'or, alors l'article quand même, il est marrant parce qu'elles ont progressé d'environ 7%, mais ça c'est pas... Et l'or a monté de 7%. Donc, c'est pas parce que les gens ont acheté des... Enfin bref, voilà, donc s'ils avaient parlé de TVL ou autre, ok. Mais là, ils parlent de la valeur de la crypto parce que c'est indexé sur l'or. Donc bon, c'est un peu rire quand même. Mais en gros, oui. C'est-à-dire que là, le nombre de holders de crypto indexés à l'or, effectivement, est en train d'exploser des records sur fond de guerre commerciale parce que l'or est de plus en plus attractif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, on trouve quelque chose, c'est que les gens commencent de plus en plus à s'intéresser aussi aux stablecoins indexés à l'or parce que c'est plus pratique. Alors que l'or physique, c'est vrai que c'est moins pratique, il faut le planquer, c'est physique, c'est pas... Voilà. Donc on retrouve aussi l'intérêt d'investir dans le Bitcoin. Voilà. Donc on retrouve vraiment quelque chose aujourd'hui, on voit qu'on est en train de changer un paradigme financier
économique. Ensuite, autre article de Coin Academy, Mastercard passe à la vitesse supérieure avec les paiements en stablecoin. Mastercard accélère l'intégration des stablecoins avec une infrastructure globale pour transformer les paiements du quotidien. Bon, donc on voit qu'on continue toujours encore à passer à la vitesse supérieure pour la démocratisation de l'adoption des crypto-monnaies. Ensuite, je passe aux actualités, je fais un peu de transition donc, économique, mais un peu en lien avec la crypto-monnaie également. Les échos, bourse, pourquoi la tech américaine reprend des couleurs. Donc les résultats de Meta et Microsoft ont été salués en bourse le vendredi 2 mai. L'intelligence artificielle, l'un des principaux contributeurs à la croissance du marché action américain ces dernières années, est un nouveau centre du jeu à Wall Street. Donc on voit vraiment que voilà, il y a deux narratifs qui sont là, c'est l'intelligence artificielle et la blockchain et surtout le RWA. Le RWA. Bon allez, je continue, et là ça va être moins intéressant, enfin ça va être intéressant mais moins marrant, je vous le dis, voilà, économie, chômage, les nouvelles règles de France Travail font s'envoler le nombre de demandeurs d'emploi, mais c'est pas les nouvelles règles. Là où on n'est pas trop d'accord quand même avec la formulation des articles qui essayent d'enrober la chose pour nous faire passer la pilule en gros. Mais on a quand même, je lis les choses, on a le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A sans aucune activité a bondi de 8,7% au premier trimestre, soit une hausse de 273 000 inscrits. Donc en fait, Marc Toiti le dit très bien dans sa vidéo, c'est-à-dire que c'est pas une augmentation réelle du nombre de véritables chômeurs, c'est juste les statistiques ont été revues, et en fait c'était un nombre qui n'avait pas été pris en compte au préalable, en gros. Bon, donc forcément, bah, ça fait monter la note, mais quand même, il y a eu, apparemment, si on fait vraiment, on enlève cette catégorie ou autre, ça reviendrait à 5% réellement d'augmentation, donc c'est quand même une énormité, quoi. Bon, donc voilà où on en est en France, parce que, en fait, au préalable, ils avaient un peu joué avec les statistiques. Donc on voit bien que les chiffres, on peut tout leur faire dire, en fait. Bon, donc là, si on revient à la réalité des choses, en France, on a une augmentation du chômage, clairement. Et en même temps, quand on voit les décisions qui sont prises au niveau de la direction de l'État ou des entreprises françaises à la base, bah, on comprend. Un article de Le Monde, Doliprane, Sanofi finalise la vente d'Opella pour 10 milliards d'euros. À l'issue de l'opération, le laboratoire pharmaceutique français conserve 48,2% des parts de la société, désormais détenue à 50% par le fonds d'investissement américain. Donc en gros, on a vendu effectivement le Doliprane aux Américains. C'est tout. Pas chercher plus loin. Hein. Donc, et c'est tout comme ça, c'est tout comme ça. Regardez, là j'ai un tweet de France Info, LVMH veut supprimer 1200 postes dans sa filiale vin et spiritueux Moet Hennessy, soit 13% de ses effectifs. Voilà, donc là, plus le temps passe, et on n'a pas une bonne nouvelle dans l'industrie française. Quand je dis industrie, vous avez compris, c'est en sens général. Donc, pharmaceutique, luxe, vin, spiritueux, tout. Il y a tout qui va mal, quoi. Voilà, donc bravo à nos Mozart de la finance pour nous avoir bien réindustrialisé la France. Bravo. Et donc, le S&P 500 est vraiment passé à la bourse. Là, c'est intéressant, vous voyez que ça repart à la hausse, la bourse. Donc, sur un jour, on voit que le CAC 40, pour l'instant, tient la barre, hein, avec 2,38%, ça, au moins, la bonne nouvelle. Sur 5 jours, pareil, ça repart à la hausse. Donc, on voit vraiment qu'on est en train de recombler, un peu comme l'a fait le Bitcoin, la correction qui a eu lieu avec le tarif douanier de Trump et l'inquiétude qu'on a eue. Et effectivement, sur un mois, on a plus 12%. Voilà, donc, le marché repart à la hausse, clairement. On n'a pas encore rattrapé les niveaux du Black Swan, là, mais là, je vous avais dit c'est temporaire. C'est-à-dire que là, et encore, je suis surpris, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce que ça retrouve des couleurs comme ça aussi rapidement, alors que les tarifs douaniers de Trump sont encore d'actualité. Donc on dirait que là, les marchés ont déjà pricé le fait que les tarifs douaniers de Trump vont être soldés, réglés un jour ou l'autre. Donc c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer, et donc le jour où on va avoir l'annonce du fait que les tarifs douaniers demandent que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est réglée, on va avoir un boom des marchés boursiers, je pense. C'est possible. Voilà. Donc tout est en train de repartir à la hausse, et on voit même que sur l'année, eh bien, on a une performance du CAC 40 qui est supérieure aux autres. Ah, c'est pas vrai, oui, forcément, parce qu'on avait, on était ceux qui avaient le plus baissé, donc forcément, bah, là, on est remonté un peu. Non, c'est bien, donc ça, au moins, ça c'est une bonne nouvelle pour les actions boursières françaises,
Après, est-ce que ça va durer pour nous? Ben, je dirais non, parce que comme on n'a rien, on l'a vu, toutes les nouvelles qui s'enchaînent, au niveau production, au niveau industriel, elles sont pas bonnes. Augmentation du chômage, fermeture d'entreprises, suppression de postes. Ah, et voilà, on met bout à bout, le puzzle il est fait, hein. Donc, il y a un moment, les investisseurs étrangers vont préférer investir ailleurs que sur le CAC 40 parce que le CAC 40 va sentir mauvais, quoi. Voilà. Ensuite, bon là, on a un retour de bâton qui commence à se faire sur l'euro. On le voit bien par rapport au dollar, hein, vous voyez. Donc sur un jour, alors on a un peu perdu du poids de la bête là sur un jour, mais c'est vrai qu'on avait bien, franchement, on avait bien performé là l'euro par rapport au dollar. On voit bien sur un mois, vous voyez sur un mois, on a eu une belle performance. Sur 3 mois, on le voit encore mieux cette performance de l'euro par rapport au dollar. Vous voyez, on a pris vraiment, on est allé haut, on a fait plus 10% quasiment. Et là, on a un euro qui a 1,12 $1,12 pour 1 euro, pardon. Voilà. Donc c'est très bien pour la force de l'euro. Alors après, est-ce que c'est une bonne chose au niveau économique d'avoir un euro trop fort? Ben non, sur le plan commercial. Voilà. Effectivement, parce que ça impacte forcément, vous savez, ben, l'attractivité extérieure vis-à-vis des produits européens. Donc quand on est sur en plus des tarifs douaniers là, et une guerre commerciale sans précédent au niveau mondial, bah c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir l'inverse, plutôt d'avoir un euro faible pour pousser les capitaux extérieurs à venir investir dans les industries européennes, quoi. Surtout au moment où on n'a plus d'industrie, super. Bon, donc ça aurait été bien, mais franchement c'est bien quand même. On a au moins une bonne nouvelle quand même, on a un euro qui tient la barre pour l'instant par rapport au dollar, mais vous savez, vous avez compris, je vous l'ai déjà dit, ça ne durera pas forcément, puisque les fondamentaux sont pas là. Bon, allez, je continue, et cette fois avec l'or. Et là, l'or, vous voyez, eh ben, l'or, il a un peu baissé cette semaine. L'or, il est retombé à 92 400 € le kilogramme, 24 carats. Bon, il nous a fait un peu le yo-yo, là, ce dernier mois, hein. Je vais vous montrer la courbe sur un mois, mais après, rien de méchant, parce qu'on est quand même très haut pour cours de l'or, je vous rappelle, hein. Vous voyez ce qu'il nous a fait. Là, je suis sur un mois, donc on voit bien qu'on a eu un pic autour des 97 000 €, et là, il est retombé à 92 000, chose que quand même, on n'aurait jamais vu il y a 5 ans, 10 ans, une variation comme ça pour l'or. L'or nous fait du Bitcoin, hein. Il nous fait une volatilité bitcoinienne. Regardez, il nous a fait un changement 3,79% sur un mois. L'or, normalement, n'est pas censé évoluer comme ça, hein, je rappelle. Donc on voit bien qu'il se passe des choses là, au niveau économique et que tous les modèles qu'on connaissait de base sont en train de voler en éclats. C'est-à-dire avec la stabilité de l'or, la stabilité du S&P 500 vers le haut, là il nous fait quelque chose qui est encore plus volatile que le Bitcoin. Le Bitcoin sans être volatile qui est en train d'être désormais une valeur refuge. Enfin bref, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui colle en fait, hein. Bon, avec les préceptes anciens. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on n'a pas le choix. Il faut évoluer avec son temps. Et tout ce qui est le modèle financier traditionnel va disparaître pour être remplacé par un modèle financier plus moderne, basé sur la blockchain, la crypto-monnaie, la transparence des données, tout. On y est quoi. Donc forcément, ça déstabilise un peu tout. Et en plus, il y a bien sûr le bordel ambiant, mondial et géopolitique, qui n'arrange pas les choses. Bon, voilà les amis, bah écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez aimé la vidéo. Bah, n'hésitez pas à mettre un like d'ailleurs si c'est le cas, à mettre des commentaires hein, pour me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie au passage pour vos likes, vos commentaires sympas et tout, de visu ou pas de visu. Ça fait vraiment super plaisir, que ce soit commentaire ou même à l'oral. Bref, voilà. Et puis sinon, je vous fais la bise, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous cette semaine et tout. Accrochons-nous pour la suite des choses parce que je pense que l'Europe, on a compris, hein, on n'est pas prêt de s'arranger au niveau économique, politique, parce que justement on a toujours les mêmes politiques. Donc on ne peut pas demander aux politiques qui nous ont mis dans la merde de nous sortir de la merde, parce qu'ils ne sont pas calibrés pour ça. Donc tant qu'on a ces gens-là à la tête de l'État, des États européens, rien ne changera. Donc, mais on s'en sortira, on reste positif, parce qu'il y a des solutions comme le Bitcoin, le franc suisse, l'or et l'argent. Voilà. Allez, la bise, ciao, à bientôt.